C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la main tendue des putschistes au pouvoir en Guinée. Les militaires qui ont renversé Alpha Condé ont annoncé l'ouverture de consultations avec les forces politiques et la société civile. Objectif, la formation d'un gouvernement inclusif. Qu'attendent les Guinéens de ce nouveau pouvoir? Reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Le président nigérien Mohamed Bazoum en déplacement à Tillabéri dans la zone des 3 frontières. Une visite au plus près des villageois qui subissent l'insécurité et les attaques terroristes. Des attaques qui menacent directement la sécurité alimentaire. Et à la fin de ce journal, nous irons en Côte d'Ivoire pour une visite guidée d'une mosquée dans la ville de Kong, dans le nord du pays. Il s'agit d'une mosquée de style soudanais, des mosquées inscrites depuis le mois d'août au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les militaires au pouvoir en Guinée ont annoncé l'ouverture à partir de demain mardi d'une série de rencontres avec les forces politiques et la société civile pour préparer la formation d'un gouvernement inclusif. Mais dans les quartiers populaires de Conakry, ces annonces n'ont rien de concret. La population qui vit dans une extrême pauvreté souhaite simplement que ses conditions de vie s'améliorent rapidement. Reportage de nos envoyés spéciaux James André, Ashraf Abid, Malik Diakité et Sarah Sakou. Bonfi, un quartier très populaire de Conakry. C'est ici que vit Aboubacar Keïta, 28 ans. Cet agent de sécurité habite en famille dans cette concession où s'entassent 3 générations. Avec un salaire de 70 € par mois, impossible pour lui de joindre les deux bouts. Là, c'est trop. Oui, ça peut être. Il y a des matinées dans la famille même. Il y en a qui ne gagnent pas à manger. On peut passer la journée comme ça, sans rien mettre dans le ventre. Dans la cour, une quinzaine d'enfants en âge d'être scolarisés. Pourtant, certains d'entre eux ne feront pas leur rentrée. Les enfants ne vont pas à l'école car nous n'avons pas les moyens d'acheter leur fourniture scolaire. Et le privé, c'est beaucoup trop cher. Nous avons retiré les enfants de l'école par manque de moyens. Abdoulaye, le patriarche, a connu tous les régimes politiques du pays. Pour lui, les conditions de vie en Guinée n'ont cessé de se dégrader. Le plus important pour nous, nous voulons que la Guinée aille en avant. Que la population guinéenne, tout le monde gagne son petit pain. C'est ce que nous voulons normalement. Mais si, avec nos responsables, ça n'allait pas du tout. On va voir cette fois-ci. Si il y a un changement, vraiment, ça nous fera un grand plaisir. Dans ce quartier, comme dans tant d'autres à Conakry, la population a été abandonnée par les différents pouvoirs depuis plus de 60 ans maintenant. Qu'espèrent-ils aujourd'hui? Que le futur gouvernement prendra enfin en considération leurs priorités, à commencer par le chômage des jeunes, endémique dans le pays. Au Burkina Faso, au moins 4 gendarmes ont été tués dimanche et plusieurs sont portés disparus lors d'une attaque par des djihadistes présumés contre un convoi militaire. Une attaque qui s'est déroulée dans l'est du pays. Au total, 480 civils ont été tués dans des attaques entre le mois de mai et le mois d'août. Et au Niger voisin, l'insécurité liée aux attaques djihadistes favorise une insécurité alimentaire. En fuyant les attaques, les habitants fuient les terres qu'ils cultivent et ne produisent plus. Une grave crise alimentaire menace le pays. Le président Mohamed Bazoum est allé à la rencontre de villageois dans la région instable de Tillabéri. Il a tenté de les rassurer. Nicolas Germain. C'était la première visite de Mohamed Bazoum dans cette zone dangereuse de Tillabéri depuis son élection en février. Et cela faisait près de 20 ans qu'un président nigérien n'avait pas passé une nuit dans la zone d'Antsuru. Alors, sans surprise, le dispositif de sécurité était impressionnant dans cette région très touchée par les attaques djihadistes. Je suis venu, par conséquent, vous exprimer la solidarité de tous les Nigériens, vous apporter le soutien de l'État. Les habitants étaient nombreux à venir écouter le président et exprimer leurs craintes. Beaucoup ont dû fuir leurs terres et se sont réfugiés dans des centres urbains. Les conséquences sont néfastes pour la production agricole. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour éradiquer cette insécurité qui nous coûte très cher. Les terroristes ont tué nos maris. Nous sommes devenus des veuves. Ils ont brûlé nos greniers à céréales. Ils ont emporté tout le bétail. Nous n'avons plus de vie.
Personne n'a pu cultiver son champ. Ceux qui ont osé le faire, les terroristes les ont tués. Les gens ont été contraints d'abandonner leurs champs pour se réfugier dans les villages, mais malgré ça, ils les traquent dans les maisons et jusque dans les mosquées pour les tuer. Les adultes ne sont pas les seuls qui sont visés. D'après un rapport publié lundi par Amnesty International, de plus en plus d'enfants sont tués ou recrutés par les groupes armés au Niger, particulièrement dans cette zone. Selon l'ONG ACLED, dans ce pays du Sahel, 544 civils ont été tués lors de violences pendant le premier semestre de l'année, contre 397 l'an dernier. Cette arrestation au Sénégal, les rappeurs Kilifeu et Simon, membres du célèbre collectif de la société civile Y en a marre, sont soupçonnés d'escroquerie et de trafic d'êtres humains. Ils ont été déférés au parquet ce lundi. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Simon et Kilifeu sont deux rappeurs, deux personnalités de la société civile sénégalaise, membres du mouvement Y en a marre, un mouvement créé il y a une dizaine d'années et qui avait joué un rôle prépondérant pour le départ du président Abdoulaye Wade du pouvoir, un mouvement qui s'est également montré très hostile vis-à-vis de Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir. Alors pour le moment, on n'a pas encore des informations précises sur les motifs de leurs arrestations, mais selon un de leurs avocats que j'ai réussi à joindre tout à l'heure, Simon serait poursuivi pour complicité de trafic d'êtres humains alors que Kilifeu est accusé d'escroquerie qui porterait sur un trafic de passeports. Les auditions pourraient se poursuivre jusqu'à jeudi, selon toujours leur avocat. Une chose est pour le moins sûre, s'ils sont inculpés, ce serait un véritable coup dur pour la société civile sénégalaise. Simon et Kilifeu se sont montrés très actifs ces derniers mois sur le terrain lors des différentes manifestations populaires contre le gouvernement. On part à présent en République du Congo, où le collectif anticorruption Publiez ce que vous payez a fait paraître ce lundi un rapport sur la gestion des investissements publics en matière de santé. Travaux à l'arrêt, mauvaise gestion, manque de matériel, le collectif dénonce l'absence de suivi de l'État et un gaspillage des ressources. Les précisions de notre correspondante à Brazzaville, Rosie Piotte. Derrière moi se trouve l'hôpital général de Kinkala, chef-lieu du département du Poul. Les travaux sont à l'arrêt depuis plus de 5 ans. La construction de cet hôpital ainsi que plusieurs autres à travers le pays entraient dans le cadre du projet Santé pour tous, un projet du gouvernement visant l'amélioration de l'offre sanitaire du pays. Dans un rapport publié ce lundi, le collectif Publiez ce que vous payez dénonce un manque de transparence dans la gestion des investissements publics en matière de santé. Nous considérons qu'à la base, peut-être que l'idée a été bonne de faire des projets, des hôpitaux généraux, mais lorsqu'on fait attention, on se rend compte que les hôpitaux qui existent déjà posent de véritables problèmes en ce qui concerne les plateaux techniques et la prise en charge dans le contexte de l'offre de santé publique des malades. Nous disons, chaque année, on alloue au budget de l'État l'exécution, la réalisation de ces hôpitaux généraux et c'est des montants qui sont des montants importants sans pourtant que nous n'en voyons l'impact à partir du moment où ces projets ne s'achèvent jamais. L'exercice de suivi du collectif a porté sur 77 projets de construction ou de rénovation des structures de santé, des investissements estimés à près de 20 milliards de francs CFA, soit près de 30 millions d'euros pour le budget 2019 du ministère de la Santé. Mais selon toujours les collectifs, aucun de ces projets n'a pour l'instant été achevé et un tiers seulement a été partiellement réalisé et est aujourd'hui fonctionnel. De nombreux Congolais ont donc un accès très limité aux soins de santé les plus basiques. Contacté, le ministère de la Santé affirme de son côté avoir pris bonne note du rapport publié ce lundi et explique que des démarches sont déjà entreprises sur le terrain pour assurer un meilleur suivi des projets de santé. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle arrestation d'un journaliste en Algérie, Mohamed Mouloudj, journaliste au quotidien Liberté, a été arrêté dimanche. Un autre journaliste, Hassan Bourras, avait été arrêté le 6 septembre dernier pour apologie du terrorisme. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2021, établi par Reporters sans frontières. Au Nigeria, des dizaines d'élèves enlevés début septembre ont été libérés par leurs ravisseurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays. L'armée a lancé plusieurs opérations militaires contre les groupes armés locaux qui multiplient attaques et kidnappings depuis des mois. Dans le même état de Zamfara, 12 membres des forces de sécurité ont été tués samedi dans l'attaque d'une base militaire.
Un passeport vaccinal en Afrique du Sud, une volonté du président Cyril Ramaphosa. Un passeport vaccinal dans un contexte de défiance généralisée à l'égard du vaccin contre le Covid-19. L'Afrique du Sud est pourtant le pays le plus touché du continent par le virus. Je vous emmène à présent visiter une mosquée de style soudanais. On prend la direction du nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Kong. Là-bas, on compte 2 édifices religieux de ce style. Dans le pays, il y en a 8 au total. Ces mosquées seront toutes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité à la demande de l'UNESCO. Reportage signé Samuel Bernard. À Kong, comme chaque semaine, la prière du vendredi vient rythmer la journée des fidèles. La mosquée vieille de presque 300 ans est la plus grande des 8 mosquées de style soudanais de Côte d'Ivoire, tout juste inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une inscription qui fait la fierté de ses habitants. Un acte qui va nous apporter beaucoup, parce que c'est une reconnaissance d'abord, non seulement des mosquées, mais de la ville de Kong. Kong compte une deuxième mosquée plus petite de ce style, elle aussi inscrite à l'UNESCO. Ces mosquées, construites pour la plupart au XVIIe siècle, viennent rappeler les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Pour le comprendre, il faut remonter au XIVe siècle, à l'époque de l'empereur malien Mansa Moussa, qui ramena cette architecture à la suite d'un pèlerinage à la Mecque. L'empereur du Mali est revenu dans son pays avec un architecte qui a créé la première mosquée qui est, on peut dire, l'archétype de style soudanais qui, finalement, à partir du XIVe siècle, va rayonner d'abord dans la zone du Mali et puis, à partir du XVIe siècle, est descendu plus au sud pour occuper la savane du nord ivoirien. À l'heure actuelle, les visiteurs se font encore rares. Seuls certains Ivoiriens, souvent en pèlerinage, viennent visiter l'endroit. Vraiment, bon, pour moi, en tout cas, c'est grande chose pour moi. C'est très important parce que venir prendre la bénédiction à la source, c'est très, très important. Malgré une situation sécuritaire précaire dans la région, l'inscription des mosquées ivoiriennes pourrait à terme contribuer à augmenter la fréquentation touristique du nord du pays. Elle est devenue mondialement connue grâce à ses tenues et ses coiffes en kori, ces coquillages utilisés depuis des siècles sur le continent. La créatrice ivoirienne La Falaise Dion était dans les studios de France 24 pour nous raconter son parcours. Écoutez-la, elle était interrogée par Pauline Pacard. Pourquoi les koris? Pour raconter mon histoire, pour me réapproprier ma culture. Et parce que, vous avez dit tout à l'heure, le kori a eu cette place super importante, cette part symbolique dans l'histoire des peuples africains. Donc c'était une manière pour moi de me réapproprier mon histoire, de porter mon héritage et de valoriser ma culture. C'est surtout la dimension mystique, la dimension spirituelle qui m'a poussée vers le kori. Parce que pour moi, il y a longtemps, on a longtemps assimilé la spiritualité africaine, on l'a démonisée, il y a eu cette connotation diabolique. Alors que la spiritualité africaine, c'est parce qu'elle était mal connue. Donc en utilisant ces pièces, c'est une manière pour moi de porter cet héritage et de dire oui, la spiritualité africaine, en tant qu'Africains aujourd'hui, nous devons en être fiers. Nous devons nous la réapproprier. C'est un message, un appel à la réappropriation culturelle des peuples africains. C'est un appel à la célébration de l'artisanat africain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.